J'ai beaucoup d'informations à donner. Ça peut paraître un peu lourd en une heure de donner toute l'information, mais le but, c'est de prendre les portions que vous êtes capable de prendre, puis ce qui restera, bien, il y aura toujours la période à la fin pour les questions, mais autrement, dans votre processus, en discutant avec les autres ou éventuellement quand vous rencontrez le médecin, si ce n'est pas pour ceux qui n'ont pas été opérés encore, ça pourra être des occasions de clarifier certains aspects de la présentation. Alors, habituellement, j'aime être interactif au fur et à mesure, mais je pense que cette fois-ci, puisqu'il y a un enregistrement simultané, je vais vous demander autant que possible de garder vos questions à la fin. Et comme ça, ceux qui auront peut-être la chance de regarder sur l'Internet ou n'auront pas les interruptions peut-être, et le temps va être mieux défini. Alors, le titre de la présentation que je me suis donné un peu, ça correspond à la publicité qui a été faite, mais à quelques mots près, mais je voulais répondre à la question qui est affichée. Pourquoi la chirurgie bariatrique? Pour qui ça s'adresse et quelle opération? La plus grosse question dont peut-être personne n'a la réponse exacte, mais que je vais essayer de donner des pistes qui nous aident à vous et à nous à choisir quelle opération est la mieux adaptée pour chacune des situations. Alors, donc, c'est le plan que je répète ici. Alors, le pourquoi, c'est aussi une grande question. C'est sûr que l'obésité, la cause exacte de l'obésité, elle n'est pas bien saisie, je pense, de personne, même des grands scientifiques qui étudient les profondeurs, même de la génétique ou de la biochimie ou de la physiologie. Il n'y a personne actuellement qui peut avoir la prétention de maîtriser exactement les causes de l'obésité. C'est clair que l'équation des apports qui sont plus grands que les dépenses, on ne peut pas vraiment la contester. Mais contrairement à ce que les gens pensent que les apports, c'est des choix d'aliments que je préfère ou que je prends, et tandis que les dépenses, c'est l'exercice que je fais ou ne fais pas. Eh bien, ces deux éléments-là, qui sont en partie, bien sûr, sur le contrôle volontaire, ne sont qu'une petite portion de cette équation-là. Alors, les gens ils pensent qu'on est obèse ou sévèrement obèse parce qu'on mange trop et mal et qu'on pourrait, du jour au lendemain, changer. Et à partir du moment où on mange bien, à ce moment-là, on redevient de poids normal, il n'y a rien de plus faux. Mais vous allez voir, et je pense, c'est la pensée prédominante dans la société, même dans les gens qui sont dans le système de santé, même les médecins, les infirmières, les diététistes. Il y en a une bonne part que c'est malheureusement le concept simpliste de dire on est ce qu'on mange et si on change, on est capable de redevenir normal. Or, c'est tout à fait faux. Je vais essayer de vous le démontrer, vous en convaincre. J'imagine qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le sont déjà, j'espère en tout cas, parce que de vivre avec un handicap puis de se penser seulement le responsable de cette condition-là, c'est difficile et c'est injuste parce que ce n'est pas le cas, justement. Alors, je vais essayer de vous faire quelques démonstrations. D'abord, dans l'entrée de l'appétit ou de ce qu'on mange, il y a des éléments qui ne sont pas sous le contrôle de la volonté. Et j'en fais une liste ici qui n'est pas exhaustive, mais la satiété, quel est le mécanisme exact de la satiété, quel influe au cerveau ou quel influe au niveau des nerfs ou des hormones, nous dit à une personne ou à un autre à quel moment j'ai faim et à quelle intensité j'ai faim. Et ça varie d'un individu à l'autre. Et oui, ça peut avoir des composantes émotives, bien sûr, mais il y a une composante biologique qui peut varier d'un individu à l'autre. La même chose pour la faim. La satiété, c'est quand on n'a plus faim, mais la faim, c'est le stimuli qui nous dit à manger. Et ça peut varier d'un individu à l'autre. Et bien sûr, le goût, le choix des aliments, il y a une partie volontaire. Il y a une partie aussi qui est déterminée peut-être par
notre biologie, qui fait que pourquoi on aime tant des aliments qui sont peut-être plus denses en calories, alors qu'un autre n'aura pas cette attirance-là. Ce n'est pas exclusivement sur le contrôle de la volonté, mais c'est probablement dans cette liste-là la partie qui est le plus peut-être influencée par notre volonté. Mais des endroits qu'on ne suspecte pas avoir un impact, la vitesse du transit de l'intestin, par exemple, quand je mange un aliment, on fait tout le raccourci de dire je mange tel aliment, tel poids, on regarde la composition puis on dit c'est tant de calories. Alors ça, c'est une approximation, ça ne nous dit pas combien de ces calories-là on va absorber. Et en fait, chacun des individus peut absorber différemment selon les aliments qu'ils mangent. Donc, voilà un exemple on peut manger la même chose, et l'un va l'absorber, l'intestin va l'éliminer plus rapidement, puis il va moins en garder dans son corps, et ce n'est pas sur le contrôle de la volonté. La capacité d'absorption même de l'intestin elle-même, on sait qu'il y a des maladies qui la diminuent. L'opération qu'on fait, nous, pour certaines d'entre elles, est faite pour diminuer la capacité d'absorption. Alors, c'est sûr qu'il y a une partie qui, dans le cas d'une opération, c'est sûr qu'on a changé la physiologie, mais même physiologiquement, il y a des variations interindividuelles qui peuvent faire en sorte que des individus, comme moi, par exemple, peut très bien manger en excès puis pas en avoir les répercussions, pas en garder les excès. C'est pas un mérite, c'est une chance. Et malheureusement, ceux qui sont au contraire pourvus d'une machine qui absorbe peut-être tout, ils sont mal pris parce qu'ils cumulent les surplus, puis ça amène de l'obésité, de l'excès de poids et éventuellement d'autres maladies. D'autres éléments que les gens sous-estiment, ce qu'on appelle l'effet thermique de la nourriture. Peu de gens connaissent ça, mais lorsqu'on mange, on dépense de l'énergie. Et ça contribue à peu près à 15 de notre dépense énergétique quotidienne. Et ça varie d'un individu à l'autre. Les données expérimentales ne sont pas assez grandes pour que les scientifiques s'accordent sur le rôle exact. Il y en a qui prétendent que ça n'a pas une si grande variation que ça. D'autres qui disent que ça varie au contraire beaucoup plus, mais qu'on n'a pas été capable de le mesurer. On le mesure en expérimentation dans des salles expérimentales qui ne sont pas la réalité. Et il y a plusieurs scientifiques crédibles qui pensent que là, c'est un des endroits où il peut y avoir une variation importante, de telle sorte que si en mangeant, je dépense d'énergie plus, je suis protégé. Plus je mange, plus je dépense d'énergie. L'autre personne qui, en mangeant, elle a une fournaise économique, puis elle ne dépense pas beaucoup d'énergie, elle va faire plus facilement un excédent. Et le métabolisme basal, évidemment, 3/4 de notre énergie qu'on dépense au quotidien ne dépend pas du fait qu'on prenne l'escalier ou l'ascenseur. C'est juste sous anesthésie générale, en dormant, vous dépensez les 3/4 de votre énergie, le cœur qui bat, les réactions chimiques dans votre corps, la fonction respiratoire. Alors, le corps en soi, même sans avoir à se bouger, il dépense, c'est 75 de notre dépense énergétique. Ça fait que si la même personne à rien faire, en ne bougeant pas, dépense moins qu'un autre, encore une fois parce qu'elle a une machine différente, c'est clair qu'à chaque excédent, elle va payer plus cher. Alors, et l'activité physique, c'est un autre exemple où on dit, on marche tant de temps à telle vitesse, c'est tant de calories, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai pour tout le monde. On fait des approximations. On le mesure difficilement individuellement. Et toute cette liste-là que je vous ai dit n'est pas exhaustive, est certainement suffisante pour identifier des variations individuelles qui pourraient justifier que quelqu'un cumule avec le temps du surpoids. Et ici, je ne veux pas aller dans les détails de cette diapositive-là, mais ici, c'est quelques hormones qui influent, par exemple, l'appétit et qui impliquent le cerveau, évidemment. Et toutes ces hormones-là, on ne connaît pas, il y en a beaucoup d'entre elles qui ont été découvertes dans les derniers 10 à 20 ans, et on ne connaît pas les fins détails de ça, encore moins les fins détails de comment le cerveau fonctionne. Encore de nos jours. Alors, ce qu'on sait, par contre, c'est que si on fait une variation
d'un des éléments, bien, il y a souvent d'autres boucles qui vont venir compenser pour restimuler le système, puis essayer de revendiquer ou revenir au poids que le corps a déterminé qu'on devrait avoir. Une espèce de thermostat que certains ont appelé le pondérostat, qui est une espèce de déterminant qui dit, toi, c'est ce poids-là, puis si tu essaies de te séparer de ce poids-là, bien, le corps va se mettre en économie d'énergie, puis avec le même effort, vous allez voir la perte de poids s'estomper, puis moindrement que vous dérogez un peu à votre diète, pouf, ça va vous coûter cher, le corps va revenir au point de départ. Alors ça, c'est bien connu des scientifiques. Quand on essaie de faire une diète, on a des mécanismes qui font ralentir le métabolisme de repos, puis il n'y a pas de personne scientifique crédible qui va contester ça. Là où on ne s'entend pas, c'est la genèse, ou quand c'est parti, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose pour l'éviter? Là, il y a peut-être du débat, mais à savoir, une fois que l'obésité sévère est installée, la capacité d'un individu de revenir en arrière, à cause de la complexité biologique, ça fait relativement consensus. Évidemment, l'environnement, vous le savez, a changé et on ne peut pas le contester. Mais en même temps, il y avait des obèses dans l'Antiquité. Mais évidemment, ça intéressait ceux qui pouvaient avoir la nourriture. On ne peut pas devenir obèse, ça va de soi s'il n'y a pas de nourriture pour le devenir. Mais par contre, en abondance, il y a plein de gens comme moi qui ne développent pas l'obésité. Alors, ce n'est pas juste une question d'abondance. Bien sûr que l'abondance est là. Bien sûr qu'elle vous fait du tort à ceux qui sont obèses plus qu'à ceux qui sont minces. Il n'y a pas de doute. Mais ce n'est pas que ça la solution. En d'autres termes, vous avez un déterminisme qui vous place un peu dans la position de l'obésité. L'environnement vous fait déplacer un petit peu plus vers un excès d'obésité, mais vous seriez dans un 20 ans ou 50 ans auparavant dans la courbe de ceux qui ont le plus de poids, mais on serait tous peut-être un petit peu plus bas. Mais peut-être moi j'aime parler de degrés d'IMC, mais parler en livres ou en kilos, mais vous ne seriez pas tout petit pour ceux qui sont obèses ou obèses sévères parce qu'on élimine demain les McDonald's. C'est pas vrai. Et tout le monde peut-être, et ça ne serait pas une mauvaise chose à un certain point pour la société de faire attention à ça, c'est clair, mais ça aiderait probablement plus celui qui a une obésité modeste que celui qui a une obésité sévère. Je vous parlais de la dépense énergétique. Saviez-vous que si on prend, je vous l'ai dit tantôt, une personne normale, le 3/4 de son énergie, c'est en vert. Ici, c'est la dépense énergétique de repos. Vous ne décidez pas de ça, c'est comme ça. Ça dépend un peu de vos hormones, ça dépend de la glande thyroïde, ça dépend de l'insuline, ça dépend de beaucoup de choses. Mais ce n'est certainement pas sous le contrôle de la volonté. Puis c'est le gros de la tarte, la dépense énergétique, dans l'équation du départ. Si on prend un grand sportif, bien, il dépense un peu plus, il y a plus que les 3/4, mais un grand sportif, ça va avoir une différence en termes de dépenses kilocaloriques par jour. On parle de grands sportifs, pas un jogger 3 fois par semaine. On parle des gens qui s'entraînent presque pour professionnels ou les Olympiques. Et donc, même eux, 60% de leurs dépenses énergétiques ne dépendent pas de leur exercice physique. Et la petite pointe jaune, c'est la pointe de l'effet thermique de la nourriture que je vous parlais tantôt quand on mange, le fait qu'on dépense plus ou moins. Parce que si c'était autrement, les gens ont le concept de dire on a une machine, c'est vraiment ce qu'on mange qui détermine notre poids. Je vous l'ai dit, c'est faux. Mais si on essaie de faire l'exercice de dire, disons que c'était vrai, chaque calorie que je prends à trop dans une journée, puis on calcule, ça prend 9 kilocalories pour faire 1 gramme de gras, c'est connu. Si on considère qu'il est tout absorbé puis que le foie décide de faire juste du gras avec, bon, il y a des raccourcis quand même là. Mais si on fait cet exercice-là puis on dit, si je prends un Lifesaver dans ma journée de trop, je mange tout le reste comme d'habitude, puis je fais le même exercice, qu'est-ce que ça va donner au bout du compte? Si on dit un Lifesaver, c'est à peu près 10 ou 12 kilocalories.
ça veut dire qu'on augmente de 1% notre apport calorique, puis ça voudrait dire, en fait, qu'on prend presque 1 livre par année, juste un Lifesaver par jour. Et si on fait l'exercice un peu plus loin, puis on dit, bon, on va en prendre 2 Lifesaver, ou encore 125 kilocalories, je pense que c'est 2 biscuits Oreo peut-être, de trop par jour. Alors là, ça vous donne un 12 ou 13 livres par année. Fait que 10 ans, on est à 120, 130 livres. Ça, c'est peut-être la réalité de ceux qui souffrent d'obésité morbide. Mais ce n'est pas la réalité de monsieur et madame tout le monde. Monsieur et madame tout le monde, il est pourvu d'un mécanisme qui fait que quand il dépasse, son corps réussit à s'en débarrasser. Et ceux qui ne sont pas pourvus de ce mécanisme-là, bien, ils sont dans le trouble, puis ils développent l'obésité sévère. Et si on vous donne un exemple de encore pire que 125 kilocalories, on met ça à 200 kilocalories, c'est une portion de ça par jour. Puis là, vous avez vu, 125, j'avais marqué 12-13 livres. Bien là, on est à 20-25 livres par année. Ça, c'est si le système est comme ça. Moi, je vous dis que le système n'est pas comme ça. Mais le commun des mortels, puis même certains scientifiques, c'est comme ça qu'ils le voient. Or, ils font même l'inverse. Ils disent, si vous, qui êtes obèse, vous vous privez de l'équivalent de cette portion-là par jour, bien, vous devriez revenir à un poids normal. Si on calcule ça en nombre de calories puis en gras, c'est complètement faux. C'est plus compliqué que ça. Le système s'adapte. On change notre niveau calories, notre système ralentit. Alors, ce n'est pas juste une question de combien de calories on mange. C'est sûr que ça n'aide pas, ces calories-là. Et ça nuit probablement plus à ceux qui font de l'obésité, et il faut essayer de les couper, même après une opération. Mais c'est certain que ce n'est pas simple comme ça, l'équation. Et j'entendais même dans le devoir d'hier un endocrinologue prétendre que ça prenait juste 50 kilocalories par jour de moins que tout le monde mange, puis on réglerait pas mal de diabétiques. Bien, je suis obligé de dire, on n'est pas tous sur la même planète. Et c'est vrai pour beaucoup de médecins que vous allez rencontrer, ils ne comprennent pas nécessairement la complexité de la maladie qui est de l'obésité puis de l'obésité sévère. Et un qui est tout à fait crédible, et puis j'ai mis la référence ici parce que si vous avez des gens dans votre famille qui sont scientifiques puis vous contestent un peu cette vision-là des choses, vous pouvez leur donner cette référence-là. C'est dans une revue qui est très crédible, Nature, c'est à peu près la plus crédible en sciences. Puis c'est un dénommé Friedman qui a écrit, lui, un peu succinctement ce qu'il pense de l'obésité. Et c'est un petit article en 2009 qu'il a écrit. Mais c'est celui-là qui a découvert l'hormone de la leptine. La souris qui est à gauche, c'est une souris qui est déficiente en une hormone qui s'appelle la leptine. Quand ça a été découvert par Friedman dans les années 90, on venait de trouver la solution. On pensait qu'on avait la solution à l'obésité. Malheureusement, il n'y a pas 5 ou 10 personnes dans le monde qui ont été identifiées comme étant effectivement déficit en leptine puis qui avaient évidemment de l'obésité. Contrairement à son modèle de souris. Mais la souris en question, lorsqu'on lui donne l'hormone, elle redevient de poids normal. Alors, c'est pour lui qui est crédible dans l'étude de l'obésité, il décrit une maladie beaucoup plus complexe et assez dire à lui, c'est 80% de notre poids corporel qui est déterminé par notre génétique. Et ça, c'est contesté par d'autres. Mais laissez-vous pas dire par personne que tout est dans votre choix alimentaire puis que tout peut être facilement renversé. Alors ça, c'est le contrôle du poids. En résumé, c'est compliqué. Même moi, avec ce que je vous dis, je ne peux pas prétendre de comprendre. Puis même individuellement, vous pouvez avoir des différences dans votre métabolisme que je ne peux pas généraliser non plus. Mais vous pouvez être sûr que c'est compliqué. Puis ceux qui disent que c'est simple, que c'est juste une question d'arrêter de manger 50 kilocalories par jour, et détournez-vous d'eux, ils n'ont pas la vérité. Ça, je peux vous le garantir. Et malheureusement, la volonté, elle permet de modifier le poids plus souvent qu'autrement, que modestement, et plus souvent qu'autrement, de façon temporaire. Alors, c'est malheureux, c'est un message pessimiste,
mais c'est un message qui est réaliste. Et avant de commencer à envisager une opération, bien sûr que tout le monde a essayé. Et je le demande, en fait. Moi, je vois un patient qui n'a pas essayé, ça ne me tente pas de faire de la chirurgie parce que c'est pas logique. Personne ne devrait penser à faire une opération alors qu'il n'a pas essayé. Et quelqu'un vient me dire, moi, je n'ai jamais cru à ça, puis je n'ai pas essayé, puis je vais le retourner à ses devoirs, même si je sais que d'essayer, ça ne vous donnera pas la réussite nécessairement. Mais c'est parce que les efforts que vous faites avant, même quand ils sont avec des échecs, ça vous donne quand même des bonnes notions sur l'alimentation, puis toutes des choses qui vont être utiles après une chirurgie bariatrique. Fait que moi, quand je vous dis c'est pas une question de 50 kilocalories ou c'est pas une question d'exercice, c'est pas le même message que dire « Ah, allez-y, mangez mal, faites pas d'exercice ». J'espère que vous comprenez que c'est pas le même message. Le message, c'est bien sûr que je vais souhaiter que les gens fassent attention aux aliments qui sont de pied de qualité ou qui sont denses en énergie. Et bien sûr que je vais souhaiter que les gens fassent de l'exercice, mais au mieux, ça va les stabiliser, peut-être leur faire perdre un poids modeste, mais le leur de dire « faites ça, puis vous allez revenir à un poids normal », c'est ridicule, puis ça démotive, puis ça déprime, puis ça rempire la situation. Alors, quand on s'embarque dans ça, il faut qu'on sache dans quoi on s'embarque, il faut qu'on sache qu'on va peut-être influencer un peu la balance, mais que c'est comme ça, et il faut se féliciter de l'avoir fait, puis de persévérer plutôt que de s'attendre à ce que ça continue à descendre comme plein de gens pensent, puis que si ça ne descend pas, c'est peut-être parce qu'on triche ou parce qu'on se lève la nuit pour manger. C'est pas comme ça. Le corps s'adapte, puis si vous voulez faire une bataille contre votre surpoids sans chirurgie, c'est une bataille qui va durer jusqu'à votre mort. Et c'est vrai même jusqu'à un certain point après la chirurgie. Fait que ça aussi, c'est pessimiste, mais c'est aussi réaliste. Alors, ça, c'est le pourquoi. On est obligé de faire une opération parce que sans opération, c'est extrêmement difficile. Il y a certains individus qui le font. C'est des exceptions qui confirment la règle. C'est des athlètes, c'est des têtus comme ça se peut pas. Et on doit les féliciter, on doit les valoriser comme nos champions olympiques, comme nos champions de la Ligue nationale, sans penser pour autant que tous nos garçons, nos fils vont devenir champions de la Ligue nationale, pas plus que d'être capable de monter le mont Everest. C'est pas parce qu'il y en a un qui réussit à le faire que c'est supposé être faisable par tous. Il faut des prédispositions favorables pour réussir à le faire, physique, puis il faut une volonté de faire. Il n'y a pas un athlète olympique ou professionnel qui le fait sans effort, on en convient, mais il y a beaucoup de gens qui feraient les mêmes efforts puis qui n'y arriveraient pas du tout là. Et c'est ça qu'il faut comprendre, puis de servir d'un exemple qui réussit, c'est bien, mais il ne faut pas abaisser toute la gang des 99% des autres qui n'ont pas les prédispositions pour accomplir des exploits de la sorte. Fait que moi, je vois quelqu'un qui a réussi, ça existe, j'en rencontre de temps à autre, et on peut dire que la réussite est confirmée quand ça fait, disons, quelques années, pas quelques mois, même après une chirurgie. C'est vraiment le long cours qui nous le dit, parce que des réussites de quelques mois, ben oui, on en voit, mais éventuellement, ça revient au galop. Et même les émissions qu'on voit un peu débiles, tant qu'à moi, qui, en fait, sont là pour renforcer les préjugés que je vous décris. Et puis les gens confirment, ben oui, on l'a vu à TV, là, ils font des gros efforts puis ils perdent du poids, c'est incroyable. Bien, si on va voir ces gens-là 2 puis 5 ans plus tard, ils n'iront pas, ils ne vous les montreront pas à la télé. Et s'il y en a qui le font, ils vont vous dire, voyez, c'est parce qu'ils ont été vraiment lâches, ils ont tout laissé tomber parce qu'on vous a prouvé que ça marchait. C'est toujours de la faute de l'individu. Puis c'est comme les diètes. Alors, quand ça va bien, c'est la diète. Quand ça va mal, c'est de la faute du patient ou de la patiente. Alors, il faut que vous arrêtiez d'écouter ces discours-là. Et vous savez tous, beaucoup d'entre vous le savent, parce qu'ils en souffrent, que ça entraîne beaucoup de maladies. Et je dis souvent que l'obésité sévère, ça touche de la tête jusqu'aux gros orteils.
La tête, parce que c'est plutôt rare, mais l'hypertension intracrânienne, ça peut donner des maux de tête chroniques. Et le gros orteil, c'est la goutte qui est plus prévalente chez l'obèse. Mais entre les deux, tous les organes peuvent être atteints. Et non seulement ça amène des maladies, bon, le diabète, tout le monde le sait, le cholestérol, les maladies cardiaques, l'hypertension, mais aussi, des fois, souvent, plus important, les souffrances au quotidien, les souffrances physiques, mais les souffrances psychologiques, qu'on ne mesure pas facilement avec une prise de sang. Et si j'avais moyen, moi, de laisser la chirurgie, puis réussir à faire des conférences où tous ceux qui ont des préjugés défavorables contre l'obésité m'écouteraient, puis se verraient transformés, bien, probablement que je ferais plus de bien à vous tous que de faire des opérations. Je n'ai pas la prétention d'avoir ni le talent, je ne suis pas sûr qu'il y en a qui ont la capacité non plus de changer des préjugés qui sont ancrés. C'est des missions qui prennent d'abord plusieurs personnes avant que ça réussisse. Mais ça peut se faire. Je pense que ça s'est fait un peu avec le sexisme, avec le racisme. Mais l'obésité, ça reste un monde où il n'y a pas eu beaucoup de discours pour essayer de faire comprendre à monsieur et madame tout le monde que c'est une vraie condition biologique, c'est une maladie proprement dite, puis c'est pas aussi simple que les gens le conçoivent. Alors, il y a des traitements, oui, et je ne vais pas décrier la capacité que des diètes, certaines diètes, mais il faut comprendre, comme un peu je vous ai dit tantôt, qu'une diète, ça va avoir un effet initial, puis après, ça va faire un plateau. Pour qu'une diète fonctionne, il faut qu'elle soit prise à vie. Il ne faut pas faire une diète au brocoli, parce que assurément qu'on n'est pas capable de manger des brocolis jusqu'à la fin de nos jours, on s'écœure. Il faut faire des changements qu'on est capable de tenir. On peut décider d'enlever une cuillerée de sucre dans notre café à vie. Ça, on peut le faire. On peut même l'éliminer, puis on peut très bien, au bout d'un certain temps, même plus s'en apercevoir qu'on a le goût d'avoir un café sucré. Il faut faire des changements qu'on est capable de maintenir, puis quand on les fait, on dit, on est-tu capable de le faire toute sa vie? Ça ne sert à rien de le faire pour 2 semaines. Fait que si vous pensez que vous êtes juste capable de le faire pour 2 semaines, faites-le même pas. Alors ça, une diète, si vous le faites, c'est bien de faire une diète puis de tendre vers une bonne alimentation, mais faites-le pas pour un temporaire. Ça, c'est mon message. C'est sûr qu'il y a toutes sortes de théories sur tel mélange d'aliments, ça va être moins absorbé avec l'index glycémique, tout ça. Actuellement, la plupart des scientifiques s'entendent pour dire que c'est le total calorique, beaucoup plus que... et puis les impacts que ça a, effectivement, sur l'appétit. Si on prend des aliments qui sont gorgés d'eau puis qui prennent du volume, bien, sûrement que ça va avoir un impact plus favorable sur la satiété. Puis, bon, il y a des éléments comme ça. Puis, on peut chacun de soi avoir des réponses différentes à différentes diètes. Mais pensez pas les diètes avec les groupes sanguins ou toutes sortes de théories. Pour moi, il y a beaucoup de foutaises dans ça. Mais il y a plein de diètes qui sont correctes, puis des programmes comme Mince à vie ou d'autres. Il y a beaucoup de programmes qui apprennent c'est quoi des aliments qui sont des aliments santé, si on veut, qui ne sont pas denses en calories, qui ont beaucoup de vitamines, puis qui ont plus tendance à donner la satiété. Puis il y a plein de programmes, puis ils se recoupent pas mal. Et ce sont des programmes qui ne sont pas mauvais si on est capable de les suivre autant que possible à vie. Et les diètes sont presque toutes efficaces. On peut s'asseoir nous-mêmes puis inventer une diète, n'importe laquelle, et on recrute des gens, puis je suis à peu près sûr qu'on va réussir, au moins initialement, à avoir une perte de poids à tous les gens qu'on va recruter. Mais c'est une perte de poids qui est beaucoup plus petite et temporaire que ce que les gens s'attendent. Et c'est là qui est le hic. C'est que lorsque c'est atteint, bien, les gens se découragent et laissent tomber. Et là, on va avoir des exceptions qu'on va prendre en photo puis on va dire, regardez comment ça marche. Les autres, ils ne reviendront plus. Puis ils ne viendront pas se plaindre que vous êtes un charlatan ou vous avez inventé une mauvaise diète parce qu'ils se sentent coupables puis ils pensent que c'est eux autres qui n'ont pas suivi la diète.
Alors ça, c'est la business des diètes. C'est très prolifique. On estime qu'il y a 25 milliards aux États-Unis dans la business des diètes. Alors, ça, c'est des vieux chiffres. Mais les diètes, de bien manger, c'est très important, mais faites attention aux diètes miracles. L'exercice, c'est bien démontré que l'exercice, c'est surtout bon c'est bon pour la santé en général, mais c'est pas très bon pour réussir à perdre du poids, sauf vraiment des extrêmes. De se mettre à monter l'escalier casse-cou 4 heures par jour. Oui, vous allez assurément perdre du poids. Au bout de quelques mois, vous allez probablement vous faire mal aux genoux, puis vous allez être cloué au lit, puis là, ça va être pire. Mais outre ces exemples extrêmes-là, habituellement, l'exercice, je l'encourage. Je pense que c'est bon pour la santé mentale. C'est bon de se botter le derrière, des fois que je dis, pour le faire. On est tous un peu paresseux quand notre journée dans le corps, nos affaires, puis on dit « Ah, il me semble que je resterai assis dans mon sofa à zapper. » Mais de se lever puis d'aller marcher, même si des fois on a mal aux genoux, vous allez constater souvent qu'à le faire, on vient qu'à s'apercevoir que non, ça ne nous prend pas de l'énergie, ça nous en redonne. Et psychologiquement aussi, je trouve que l'exercice, c'est très important. Après une chirurgie bariatrique, pour moi, c'est extrêmement important, surtout que ça aide aussi à perdre moins de muscles et à perdre plus de gras. Mais ça, c'est pas très bon pour perdre du poids. Et c'est bon pour maintenir une perte de poids, mais c'est plutôt médiocre pour réussir à perdre du poids. L'approche du comportement, psychologue, tout ça, c'est bon. Mais si ce n'est pas associé à des résultats, bien, c'est souvent des interventions dont nous autres, en médecine, on parle de demi-vie. Ça veut dire le temps où la moitié des recommandations on ne les suit plus. Bien, c'est très court. Et je pense que la chance qu'on a en chirurgie bariatrique, c'est qu'il y a des résultats probants. Puis là, tous les changements que les gens ont institués, ils ont plus de temps pour les incorporer dans leur quotidien. Ça reste qu'il faut le faire, puis il faut se le dire, puis il faut être prêt à s'investir. Mais c'est plus réalisable que si on le fait dans une perspective d'une diète où là, on a 5 % au mieux de perte de poids, alors qu'on en voulait 20 ou 30 %. On se décourage, puis on arrête de suivre, puis on se console. On se console en arrêtant de forcer sur nos comportements. Alors, c'est un tableau un peu plat, mais c'est pour ça qu'on est obligé de prendre la chirurgie. Les traitements des médicaments, je l'ai mis ici, mais il y en a un qui est le Meridia qui a été enlevé en 2010. Donc, il reste juste le Xenical, l'Orlistat, qui est pas un mauvais médicament, qui est un médicament qui aide à absorber moins les gras et certains effets secondaires, mais les pertes de poids, encore une fois, sont trop modestes, certainement pour les gens qui souffrent d'obésité sévère. Pour une obésité plus simple, ça peut aller, mais on parle de 5 % de perte de poids à 2 ans. Puis l'autre élément qui est important de savoir, puis ce que les gens ne savent pas, puis les quelques médecins qui en prescrivent souvent négligent, c'est que quand on prend un médicament pour perdre du poids, il faut le prendre à vie. Parce qu'on l'arrête, puis on le reprend, le poids. Et c'est comme l'hypertension. On ne traite pas quelqu'un d'hypertension pour dire « OK, dans 2 mois de traitement d'hypertension, puis après, c'est réglé. » C'est pas vrai. Oui, des fois, les gens peuvent changer de poids puis améliorer leur hypertension, puis là, on change les médicaments, mais le diabète, l'hypertension, l'obésité, c'est des conditions chroniques. Quand on commence à donner des médicaments pour essayer de contrôler la condition, bien, il faut s'attendre à ce que le médicament continue à vie. Ce n'est pas Xenical pendant 3 mois, puis après ça, on va faire le reste. Ça ne marche pas de même. Au début, ils ont pensé, bon, on va donner Xenical, puis les gens, on va leur donner des programmes d'exercice, puis apprendre à bien manger. Mais dans les faits, on arrête le Xenical, la perte de poids reste modeste, puis les gens laissent tout tomber, puis on revient à l'effet yo-yo que je vous décris depuis tantôt. Donc, pas beaucoup de place, certainement pas en obésité sévère pour le traitement pharmacologique. Donc, l'obésité sévère, que j'appelle l'obésité morbide, que je vais définir un peu plus loin, il n'y a aucun
traitement médical qui a été démontré efficace, sauf la chirurgie. Alors, ça, c'est le pourquoi. Et en fait, si un médecin vous dit « Allez perdre 50 livres, ça va vous aider pour votre pression, votre diabète, ça va aider pour vos genoux. » Soit, il a raison, mais de vous dire ça comme ça dans son bureau, « Allez perdre 50 livres », sans rien d'autre, c'est aussi niaiseux que de dire « Allez grandir de 6 pouces, puis vous allez améliorer votre indice de masse corporelle. » Fait que c'est aussi niaiseux. Et les gens, quand ils se font dire « Allez perdre 50 livres », ils croient vraiment que si le docteur le dit, c'est que ça doit être possible, c'est que c'est moi qui n'ai pas bon, que je ne réussis pas. Mais c'est pas vous qui n'êtes pas bon, ça ne se fait pas comme ça. Il y en a quelques-uns qui vont réussir, mais c'est un exploit. Et si on rentre là-dedans en pensant que c'est facile, bien, vous allez frapper tous un mur. Alors, si on rentre là-dedans en sachant que c'est très difficile, puis que si on ne réussit pas, bien, on est comme tout le monde, puis on ne déprime pas, bien, peut-être qu'on a moins de chances que l'effet yo-yo soit important. Alors, l'obésité est donc une condition chronique. L'obésité est associée à des risques pour la santé, je vous l'ai dit, mais aussi associée à des souffrances, des pertes de qualité de vie, et aucun traitement médical n'a été démontré.